Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 19e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, la BCE tente de rassurer sur la situation économique. L'Union repense sa défense collective avec le désengagement américain. De plus en plus de Russes obtiennent des visas Schengen. Donald Trump menace et l'Union veut prendre des mesures contre Israël. Dans le club des 27, nouvelle crise politique en Roumanie. L'Allemagne temporise avec les États-Unis. Le gouvernement grec couvre d'anciens ministres et le Premier ministre slovaque tente de faire oublier sa situation à Moscou. Et chez nos chers voisins, l'UE fait marche arrière après avoir menacé la Serbie. L'Arménie se rapproche de l'Europe et camouflée pour le Labour aux élections locales britanniques. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. BCE. Christine Lagarde minimise les risques de stagflation. Les analystes sont beaucoup moins optimistes. Lundi 4 mai, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, écarte les hypothèses de stagflation, c'est-à-dire la stagnation de la croissance, couplée à une inflation galopante. Jeudi 30 avril, les gouverneurs des banques centrales nationales ont voté pour le maintien des taux à 2%, un moyen de dire que, pour l'instant, il n'y a pas le feu dans l'économie européenne et qu'il vaut mieux consommer qu'épargner, mais aussi que la BCE attend avant de prendre une décision. D'après Christine Lagarde, la crise actuelle est sans commune mesure avec le double choc des années 70, celui de 73, provoqué par la guerre israélo-arabe, et celui de 79, provoqué par la révolution islamique en Iran. Les prix ne cessaient d'augmenter et le chômage était élevé, ce qui n'est pas le cas actuel d'après la présidente de la BCE, étant donné que la croissance est prévue autour de 1% pour 2026, tout en étant légèrement inférieure, avant de dépasser à nouveau les 1% en 2027 et 2028. Il n'y aurait donc pas de stagnation ou de récession dans un avenir proche. Pourtant, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, alerte sur le fait que les conséquences de la crise actuelle pourraient surpasser les effets des crises des années 70. En année glissante, l'inflation est passée de 1,9% en février à 2,6% en mars, puis à 3% en avril, ce qui démontre l'impact de la guerre en Iran débutée fin février. Certes, nous sommes très loin des 10% d'inflation de fin 2022, mais l'économie a déjà bien été affaiblie par les diverses crises comme le Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Les économistes rappellent que la crise de 73 avait multiplié les prix par 2 et celle de 79 par 4, donc une situation incomparable à celle d'aujourd'hui. Il faudrait un prix du baril à 200 $ pour avoir les mêmes effets que les crises des années 70, ce qui n'arrangerait pas du tout l'administration américaine. La production industrielle au premier trimestre de 2026 marque le pas, en passant de 1,3% au dernier trimestre de 2025 à 0,8% pour le premier trimestre de 2026. Il n'est donc pas surprenant que pour les mêmes périodes, la croissance soit passée de 0,2% à 0,1%. Rien de surprenant puisqu'il y a encore énormément de secteurs qui dépendent du pétrole à des degrés divers. Au-delà du plein qui vous coûte plus cher, les dérivés de pétrole se retrouvent dans les détergents, les solvants, les cosmétiques, les pneus, les emballages, les préservatifs et les peintures, entre autres. L'agriculteur paiera plus cher son gasoil non routier et sera contraint de le répercuter dans le prix de ses produits. Beaucoup d'économistes disent que le blocus ne devrait pas durer au-delà de juin pour que les effets de la crise restent limités. Défense. Face au désengagement militaire américain, l'Union doit repenser sa défense collective. Déjà lors de son premier mandat, les menaces lancinantes de Donald Trump envers l'OTAN avaient poussé le président de la République, Emmanuel Macron, à dire que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Depuis l'entame de son deuxième mandat, Donald Trump se veut beaucoup plus offensif.
Menace envers le Groenland pour d'hypothétiques raisons de sécurité, menace de ne plus protéger les Européens s'ils n'augmentaient pas leur contribution à l'OTAN en augmentant le seuil de dépenses annuelles de 2% à 5% du PIB par an dans les dépenses de défense. Après les critiques de Friedrich Merz sur le manque de stratégie des États-Unis dans la guerre en Iran, Donald Trump puis son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, ont annoncé le retrait de 5000 soldats américains du territoire allemand. En catimini, l'administration Trump aurait annulé le déploiement de missiles de longue portée en Allemagne, alors qu'un accord avait été signé en 2024 entre Joe Biden et Olaf Scholz. Ce symbole-là est bien plus important puisqu'il permettrait de disposer de missiles ayant une portée de 450 à 2700 km. Le Pentagone a refusé de confirmer ou d'infirmer la nouvelle. Friedrich Merz relativise le non-déploiement en disant que Donald Trump n'avait pas reformulé la promesse et que l'engagement des forces américaines en Iran pouvait largement expliquer le non-déploiement des missiles promis. Une décision qui semble toutefois logique compte tenu de la guerre en Iran et de la mobilisation de l'armée américaine. Cependant, un tel reniement de la promesse de l'administration précédente est un symbole important car ces missiles devaient renforcer la dissuasion européenne puisque les Européens n'ont aucun missile de longue portée. D'ailleurs, c'est en réponse à l'accord entre Biden et Scholz que la Russie avait testé un missile Orechnik d'une portée de 3000 à 5000 km sur le territoire ukrainien, un missile en capacité de porter une tête nucléaire. Face à ce désengagement américain, Emmanuel Macron fait le constat que l'Europe paye sa dépendance aux États-Unis sur sa sécurité. De plus en plus d'États européens en appellent à un renforcement du pilier européen de l'OTAN qui est déjà acté dans les faits. Les Européens prennent de plus en plus le commandement des exercices militaires de l'OTAN et certains commandements de l'OTAN sont transférés aux Européens. Mais les États-Unis gardent les postes de commandement les plus stratégiques. Le sommet de l'OTAN à Ankara, les 7 et 8 juillet, doit acter le transfert du fardeau de l'Alliance, c'est-à-dire la prise en main des Européens dans plusieurs champs de l'Alliance. Les capacités mises à disposition à l'OTAN par les Européens devraient passer de 30 à 40% aujourd'hui à 80% en 2030, grâce notamment à Préparation 2030 et son programme SAFE qui doivent permettre aux Européens de financer du matériel qui est actuellement mis à disposition par les États-Unis, comme les transports, le ravitaillement en vol ou les renseignements militaires par satellite. Les initiatives bilatérales et multilatérales se multiplient, mais aucune n'est suffisamment structurée et pérenne pour remplacer l'OTAN. Côté américain, le Congrès et les think tanks spécialisés dans la défense et la diplomatie poussent pour le maintien des États-Unis dans l'OTAN. Affaires intérieures, les visas pour les Russes repartent à la hausse malgré la guerre en Ukraine. Alors que l'UE tente de démontrer sa volonté de combattre le régime de Vladimir Poutine, la statistique continue d'embarrasser beaucoup de monde à Bruxelles. 620 000 ressortissants russes ont reçu un visa en 2025, soit 10% de plus qu'en 2024. La France, l'Italie et l'Espagne sont les 3 destinations préférées des ressortissants russes, représentant 75% des octrois de visas aux Russes. C'est la France qui a même connu la plus forte progression, avec 23% de plus entre 2024 et 2025. La France, gênée par ces chiffres, avait demandé leur retrait du baromètre Schengen, un outil de suivi de délivrance des visas de la Commission européenne, mais sous la pression de plusieurs pays, la Commission a dû les publier. Dans un contexte de guerre hybride de la Russie envers l'Union européenne, il reste surprenant que ces pays continuent de délivrer autant d'autorisations d'entrée et de séjourner sur le territoire européen, alors que c'est un risque de laisser passer des agents sous couverture dans un espace aussi large que l'espace Schengen. Le gouvernement Lecornu n'a pas dû apprécier que le double discours de son gouvernement soit exposé, même si ces chiffres sont plutôt à mettre au crédit du gouvernement Bayrou.
Des chiffres qui auraient créé quelques tensions entre diplomates au Conseil, étant donné que les pays à la frontière orientale de Schengen y voient une réelle menace de guerre hybride, alors que les pays plus touristiques ne voient pas les mêmes risques. Les États baltes et la Pologne ont stoppé net l'entrée de ressortissants russes et prennent très mal que l'Espagne, la France et l'Italie ne fassent pas les mêmes efforts. L'octroi de visa à des Russes a d'ailleurs fait scandale pour l'invitation à la Biennale de Venise, qui s'est vue retirer ses financements européens. Commerce. Donald Trump menace d'augmenter les droits de douane pour l'UE si l'accord de Turnberry n'est pas validé d'ici l'été. Dans la droite ligne des pressions exercées sur l'Allemagne, que j'aborderai plus loin dans cet épisode, Donald Trump lance un ultimatum à l'Union européenne pour la ratification de l'accord de Turnberry. Le président américain donne jusqu'au 4 juillet pour que l'Union européenne applique l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Si l'Union échoue à faire appliquer l'accord, les États-Unis multiplieront les droits de douane européens. Mais pour le moment, l'accord est négocié entre le Conseil et le Parlement européen et suit le processus décisionnel habituel. Les 27 et la représentation parlementaire européenne ne sont pas d'accord sur la finalité du texte. Le Parlement européen souhaite y ajouter des clauses de sortie et de sauvegarde, alors que les 27 souhaiteraient adopter l'accord tel quel ou presque. D'ailleurs, les négociateurs du Conseil et du Parlement européen se sont vus mercredi soir sans parvenir à un accord, mais ont progressé d'après la présidence tournante chypriote et le président de la Commission Commerce international du Parlement européen. Les prochaines négociations auront lieu le 19 mai. Ursula von der Leyen a réaffirmé la volonté de l'Union européenne de mettre en œuvre l'accord. Mais face aux résistances du président de la Commission Commerce international du Parlement européen, Bernd Lange, le leader du PPE, Manfred Weber, s'impatiente et menace de soumettre l'accord à la plénière. Diplomatie. Une tribune contre la colonisation de la Cisjordanie pousse les diplomates européens à agir. Plus de 400 personnalités ayant contribué à l'Union européenne en tant que commissaire, comme l'ancien haut représentant aux affaires étrangères, Josep Borrell, en tant que député européen comme le libéral Guy Verhofstadt, ou encore d'anciens hauts fonctionnaires, ont soutenu une tribune dénonçant le plan E1 d'Israël qui a pour objectif de couper en deux la Cisjordanie. La lettre ouverte a été publiée par l'AFP et les 448 signataires demandent à l'Union européenne d'agir contre l'annexion illégale que mène Israël en Cisjordanie, où est prévue la construction de milliers de logements pour les colons israéliens. Le projet, approuvé en août 2025, doit mettre fin à la continuité territoriale d'un éventuel territoire palestinien à venir en construisant 3400 logements sur une zone de 12 km² à l'est de Jérusalem. Les premiers appels d'offres pour la construction de logements doivent être publiés le 1er juin. C'est pourquoi les signataires de la lettre ouverte demandent d'agir vite pour éviter que la machine ne soit lancée. Ils demandent des sanctions ciblées comme des interdictions de visa et d'exercer des activités commerciales dans l'UE pour toute personne impliquée dans les activités de colonisation illégale. Les colonies existantes sont déjà illégales au regard du droit international et le plan E1 pourrait rendre irréversible l'impossibilité de parvenir à une solution à deux États, solution largement défendue par les États européens. En réponse à la lettre, les diplomates des 27 semblent se rapprocher d'un accord pour sanctionner les actes de violence commis par les colons israéliens. Leurs ministres de tutelle doivent se prononcer ce lundi, mais il y a de quoi être optimiste d'après les échos entendus à la sortie de la réunion. Des sanctions jusque-là bloquées par Viktor Orban, dont la fonction est arrivée à son terme samedi 9 mai. Les défenseurs habituels d'Israël sont restés silencieux mercredi. La possibilité d'imposer des restrictions sur les échanges commerciaux entre UE et Israël reviennent sur la table. Anita Orban ne sera pas encore confirmée ce lundi comme ministre des Affaires étrangères hongroise, donc la décision pourrait attendre la prochaine réunion. Passons désormais au Club des 27. Roumanie.
Le gouvernement Boloyan censuré, le pays retombe dans une crise politique. Je vous en parlais la semaine dernière, après avoir claqué la porte du gouvernement, le Parti social-démocrate avait lancé la rédaction d'une motion de censure coécrite avec le parti d'extrême droite Alliance pour l'unité des Roumains. La motion de censure a été déposée mardi 28 avril et devait faire l'objet d'un vote conjoint de la Chambre des députés et du Sénat. À eux deux, le PSD et AUR réunissaient 216 élus. Il fallait encore convaincre pour dépasser le seuil de majorité fixé à 233. Après le dépôt de la motion, 254 élus l'avaient signée, ce qui semblait déjà sceller le sort du gouvernement Boloyan. Dans les rangs du PSD, rares sont ceux qui ont exprimé leur désaccord de cette alliance contre nature avec l'extrême droite pour faire tomber un gouvernement pro-européen auquel leur parti a participé. Le maire de Buzău, Constantin Toma, parle d'un suicide politique du PSD. Victoria Stoicu, entrée au parti en 2024 après avoir dirigé la fondation du SPD en Allemagne pendant des années, regrette l'éloignement de la social-démocratie au sein du PSD. Elle a annoncé son départ du PSD le jour du dépôt de la motion de censure. Dans la direction du PSD, on assume la prise de position, considérant que la politique austéritaire et autoritaire de Boloyan poussait une bonne partie de l'électorat dans les bras de l'extrême droite. Mais comme dans plusieurs pays d'Europe centrale, il est difficile d'analyser les partis selon un curseur gauche-droite en Roumanie. Le PSD dispose d'un courant conservateur puissant, très attaché aux valeurs traditionnelles et familiales, qui leur permet d'attirer un électorat rural. Un positionnement qui a poussé le PSD à retirer le mot progressisme des statuts. Même si le PSD s'est allié à AUR sur la motion de censure, le secrétaire général du parti, Sorin Grindeanu, réaffirme qu'il est prêt à repartir dans une coalition pro-européenne, mais sans Ilia Boloyan, dont la façon de gouverner était perçue comme trop autoritaire. AUR n'a aucun intérêt à s'allier au PSD, puisque sa base électorale est totalement anti-système et le PSD incarne totalement le système. Mardi 5 mai, donc, il n'y avait aucun suspense, la motion était votée par 281 parlementaires, bien au-delà des 233 nécessaires. Les élus PSD et AUR ont été rejoints par des indépendants, mais aussi par les autres partis d'extrême droite et des députés représentant les minorités. Ilia Boloyan a qualifié la motion de censure de mensongère et de cynique, rappelant que les problèmes du pays ne disparaîtraient pas avec son départ. Désormais, il revient au président de la République, Nicu Jordan, de mener des négociations et de désigner le formateur du prochain gouvernement, mais l'exercice semble impossible. Le PSD, en faisant voter la motion de censure, espère récupérer une place centrale dans le jeu politique roumain. Mais la confiance semble rompue avec le Parti national libéral qui ne souhaite plus s'allier au PSD. La société civile avait déjà fait part de sa déception concernant le président de la République après qu'il ait suivi les recommandations du PSD pour nommer les chefs du parquet général et du parquet anticorruption, alors que le PSD est réputé pour son clientélisme. La formation du nouveau gouvernement est un réel enjeu, puisque la multiplication des crises politiques en Roumanie n'a pas encore permis d'adopter les réformes qui permettent d'avoir accès aux 8 milliards d'euros du plan de relance post-Covid et aux 16 milliards d'euros du fonds SAFE pour le réarmement. La Roumanie doit former un gouvernement qui devra valider les plans du programme SAFE avant la fin du mois et les transmettre à la Commission européenne. Idem pour les fonds du plan de relance qui pourraient être perdus d'ici le mois d'août. Même si le PSD se dit contre un gouvernement technique, il semble que ce soit la seule solution possible à court terme pour éviter à la Roumanie de perdre des fonds dont elle a cruellement besoin. Allemagne, malgré les sanctions américaines, le gouvernement allemand calme le jeu. Même si l'Allemagne est ciblée par les attaques de Donald Trump après les propos de Friedrich Merz sur le manque de stratégie des États-Unis dans la guerre en Iran, le gouvernement allemand réagit avec flegme et relativise l'impact des décisions prises par l'administration américaine. Pour le chancelier allemand, le retrait des 5000 soldats américains n'est pas lié à la polémique,
puisque Donald Trump déclare depuis son retour à la Maison-Blanche que les États-Unis réduiront leur présence sur le sol européen. Friedrich Merz confirme que l'Allemagne soutient les États-Unis dans sa volonté d'empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire et rappelle que les États-Unis sont des partenaires importants pour l'Allemagne et l'Europe, et surtout au sein de l'OTAN. Au lendemain des annonces de Donald Trump, la Commission européenne se disait prête à réagir si Donald Trump mettait en place de nouveaux droits de douane. Emmanuel Macron a rappelé que l'Union européenne disposait d'un outil anti-coercition et qu'il faudrait s'en servir le cas échéant. Mais à rebours de ces menaces, l'Allemagne veut calmer le jeu et éviter l'escalade, alors qu'elle est la principale cible des décisions de Donald Trump, notamment sur la menace de droits de douane sur l'industrie automobile. Aussi, que ce soit la Commission européenne ou le gouvernement allemand, ils savent très bien que c'est la façon habituelle de négocier de Donald Trump, menacer pour faire passer un message et obtenir ce qu'il veut. À plusieurs reprises, le président américain s'est montré menaçant pour pouvoir se montrer magnanime lorsqu'il retire ses menaces. L'Allemagne fait le choix des négociations pour trouver un terrain d'entente sans animosité aucune. Mais cette énième menace renforce la position des eurodéputés qui souhaitent rajouter des conditions à la mise en œuvre de l'accord de Turnberry, notamment que l'administration américaine trouve une solution juridique pérenne sur les droits de douane, qui reposent actuellement sur une base juridique temporaire, que les États-Unis retirent les surtaxes sur l'acier et l'aluminium, que l'accord puisse être suspendu en cas de menace envers un État membre de l'UE, et que l'accord prenne fin en 2028. Des conditions qui semblent bien trop exigeantes pour les 27 qui veulent que l'accord de Turnberry soit adopté avec des modifications à la marge. Ce mercredi, les négociateurs du Parlement européen et les diplomates du Conseil ont échoué à trouver un compromis, ce qui pourrait encore plus retarder l'adoption de l'accord. L'horloge tourne et Donald Trump a déjà menacé de surtaxer les produits européens au-delà des 15% promis. Grèce, le gouvernement continue de couvrir les anciens ministres impliqués dans le scandale de détournement de fonds européens pour l'agriculture. Je vous en parlais il y a quelques semaines, un scandale de détournement de fonds européens destinés à l'agriculture secoue la Grèce depuis un an. Certains bénéficiaires n'étaient même pas agriculteurs et déclaraient des parcelles qui n'existaient pas. Il y a quelques semaines, le parquet européen demandait à la Grèce de changer sa constitution pour lever l'immunité des ministres dans le cadre de leurs fonctions. L'enquête semble indiquer que les anciens ministres de l'Agriculture en place étaient tous au courant des détournements et n'ont pas agi. Au Parlement, l'opposition de gauche avait demandé une commission d'enquête concernant l'ancien ministre de l'Agriculture, Spilios Livanos, et son adjointe Fotini Arabatsi, qui aurait pu déboucher sur la levée de l'immunité des deux anciens ministres. Mais le parti majoritaire, le parti de droite Nouvelle Démocratie, a voté contre la création de la commission d'enquête. C'était déjà le cas dans le cadre de la catastrophe de TNP, où 57 personnes ont péri dans la collision frontale entre deux trains qui étaient en train de circuler sur la même voie. Nouvelle Démocratie justifie son refus par le manque de preuves. Une nouvelle décision qui devrait augmenter la défiance vis-à-vis du gouvernement qui semble ne pas vouloir rendre de compte. Slovaquie, Fico à Moscou pour le 9 mai pour faire oublier qu'il est fragilisé. Le Premier ministre slovaque était le seul représentant européen présent à Moscou pour la commémoration russe de la Grande Guerre patriotique et la victoire sur le nazisme. Un déplacement qui est censé faire écran de fumée alors qu'il est critiqué au sein de l'UE en se revendiquant comme le seul pro-russe parmi les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi en Slovaquie où ces réformes de l'appareil judiciaire, des médias publics et du droit pénal pourraient aboutir au gel des fonds européens et qui pourrait bien lui coûter sa place lors des législatives l'année prochaine. Le Parlement européen exhorte la Commission européenne à geler les fonds européens destinés à la Slovaquie. La Commission européenne a déjà des doutes sur l'agence qui effectue les paiements aux agriculteurs en Slovaquie.
Mais Fico n'est pas Orban et pour le peu qu'il subit la pression de l'Union, il fait marche arrière, comme sur la préférence nationale, sur le carburant subventionné ou sur la suppression du bureau de protection des lanceurs d'alerte. En interne, la hausse d'impôts qui devait permettre à la Slovaquie de rééquilibrer ses comptes a un impact sur le pouvoir d'achat qui ne cesse de diminuer depuis 3 ans. Et sa reprise du dialogue avec l'Ukraine n'a pas plu à son partenaire de coalition, le parti d'extrême droite SNS, ouvertement pro-russe. Des revirements qui pourraient fragiliser une coalition qui ne tient qu'à un fil et qui pourrait voir le SNS claquer la porte. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Serbie. L'Union annonce bloquer une aide de 600 millions d'euros avant de faire marche arrière. Jeudi 30 avril, la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Koch, lors d'un événement en Suisse, déclarait que la Commission européenne bloquerait l'aide européenne au développement promise à la Serbie suite à l'adoption de la loi Mrdić. Une enveloppe de 600 millions d'euros serait gelée puisque la Serbie a adopté une loi qui réduit le poids du procureur dans les procédures et qui soumet la justice à l'exécutif. Une loi qui contrevient à la séparation des pouvoirs et qui ne respecte pas les standards européens. Depuis 2024, la Commission européenne a mis en place le plan européen de croissance, doté de 6 milliards d'euros pour la période 2024-2027, concerne les 6 pays des Balkans occidentaux qui ne sont pas membres de l'Union européenne. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Un octroi de fonds qui est censé stimuler l'économie de ces pays et les rapprocher de l'Union européenne. Mais pour avoir accès à ces fonds, il faut adopter des réformes, notamment concernant l'état de droit et la lutte contre la corruption. Or, la Serbie a adopté une loi à l'opposé de ce qui est attendu. La Serbie devrait recevoir 1,6 milliard d'euros en 4 ans. Finalement, le porte-parole de la Commission européenne a démenti les déclarations de Marta Koch en disant qu'aucune décision n'était prise. Un démenti qui intervient après que le ministre serbe pour l'intégration européenne ait affirmé que la loi serait modifiée d'ici fin mai pour rentrer dans les standards européens. Ce n'est pas la première fois que la Serbie se fait sermonner, notamment après la répression des manifestations pour demander des comptes au gouvernement sur l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad, qui a fait 15 morts et par extension qui demande de lutter contre la corruption. Ursula von der Leyen avait mis en garde elle-même la Serbie sur sa trajectoire, constatant que le président Vučić exerçait le pouvoir de manière autoritaire, avec une répression et une surveillance croissantes. Même si la Commission a démenti sa commissaire, il est à peu près certain que la Serbie reste sous surveillance des services de la Commission. Arménie. En accueillant la communauté politique européenne, l'Arménie se tourne vers l'Europe. Lundi 4 et mardi 5 mai, Erevan était la capitale de l'Europe pour 2 sommets inédits. Tout d'abord, la capitale arménienne recevait la communauté politique européenne, sommet informel des pays de l'Union européenne, des pays candidats à l'entrée dans l'UE et des pays proches de l'UE comme le Royaume-Uni. Une CPE qui accueillait un invité de marque, le Premier ministre canadien Mark Carney, soucieux de montrer la bonne santé des relations diplomatiques entre UE et Canada. Ce sont en tout une 50aine de chefs d'État et de gouvernement qui étaient rassemblés pour ce 8e sommet de la communauté politique européenne, forum créé dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine. Si ce sommet est un symbole, c'est parce qu'il acte le rapprochement de l'Arménie avec l'Occident. Même si l'Arménie cultive depuis un siècle son amitié avec la Russie, qui l'a protégée du génocide arménien contre la Turquie, les derniers événements en date montrent que le protecteur russe joue de moins en moins son rôle. En 2020 puis en 2023, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient en conflit armé pour la souveraineté sur le Haut-Karabakh, un conflit latent depuis l'effondrement de l'URSS. Les forces armées russes, chargées de protéger les populations arméniennes et de maintenir la paix, ne sont même pas intervenues.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a réduit sa présence militaire en Arménie et a retiré ses derniers gardes-frontières à la frontière arméno-iranienne. La perte du Haut-Karabakh par l'Arménie a redéfini les ambitions de son gouvernement. Et même si l'Arménie a voté une loi en 2025 pour affirmer sa volonté de rejoindre à terme l'Union européenne, elle marche sur des œufs et souhaite ne pas brusquer la Russie. La raison est simple, la Russie garde une influence importante sur l'économie et la sécurité de l'Arménie. La Russie a la main mise sur les opérateurs publics dans les domaines du gaz, de l'électricité, des chemins de fer et la plus grande base russe dans le Caucase du Sud se situe à Gyumri. La communauté politique européenne avait mis à l'ordre du jour la guerre en Ukraine, la crise dans le détroit d'Ormuz et les relations transatlantiques. Mais ce sommet s'est clos sans déclaration commune, ce qui démontre qu'il n'y a pas de compromis entre les États présents. Mardi 4 mai, c'était le premier sommet UE-Arménie. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. L'occasion de signer plusieurs partenariats stratégiques entre les deux parties, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie, de la connectivité et de la coopération numérique. L'Union européenne promet une libéralisation des visas de plus en plus complète au fur et à mesure que l'Arménie coopérera avec Frontex. Le processus a déjà été lancé en 2024. L'Union européenne promet aussi d'inclure l'Arménie dans le cadre de Global Gateway, qui doit permettre de renforcer les routes commerciales entre Europe et Asie centrale en Arménie avec un investissement de 2,5 milliards d'euros. L'Union européenne redoute un scénario à la géorgienne où un parti pro-européen est devenu pro-russe et applique l'autoritarisme russe. L'Arménie va connaître ses prochaines législatives le 7 juin et tout le monde redoute des pressions et des interférences russes, notamment en faisant du chantage économique et en menant une campagne massive de désinformation. Sans surprise, le Parlement européen enverra une mission d'observation du scrutin et la Commission a promis d'envoyer 20 à 30 experts sur place pour une mission de 2 ans après la tenue du scrutin. Mais ces deux sommets à Erevan n'ont pas laissé la Russie de marbre. La Russie prévient que l'Arménie ne peut pas entrer dans l'Union européenne alors qu'elle est membre de l'Union économique eurasiatique et de l'Organisation du traité de sécurité collective, le pendant russe de l'OTAN. La Russie menace l'Arménie de resserrer son étau économique. Déjà le mois dernier, Vladimir Poutine avait reproché à Nikol Pachinian de s'être rapproché de l'Europe. Royaume-Uni. Les élections locales confirment la progression de l'extrême droite et sanctionnent les partis de gouvernement. Même si c'était prévisible, l'ampleur du désastre restait à connaître. Premier ministre depuis bientôt 2 ans, Keir Starmer sombre dans les sondages d'opinion, la faute au manque de réformes promises, un contexte budgétaire qui lui laisse peu de marge de manœuvre, un discours d'ambiance sur l'immigration qui l'oblige à droitiser sa politique intérieure et un scandale concernant la nomination de Peter Mandelson, proche de Jeffrey Epstein, comme ambassadeur aux États-Unis, alors que ses connexions avec le richissime américain étaient connues. Dans ce contexte, le Labour devait tenter de sauver les meubles dans les élections du jeudi 7 mai, les élections locales et les élections parlementaires au Pays de Galles et en Écosse, qui disposent d'un parlement et de compétences nationales depuis la Devolution en 1998. Le Pays de Galles a toujours été dominé par le Labour depuis 1998 et en Écosse, il restait historiquement le deuxième parti derrière les indépendantistes du Scottish National Party. Pour les élections nationales, c'était 5000 sièges de conseillers métropolitains locaux dans 136 collectivités qui étaient en jeu sur un peu plus de 16 000 élus locaux. Un peu avant le vote, beaucoup d'électeurs faisaient part de leur ras-le-bol du bipartisme historique entre travaillistes et conservateurs et souhaitaient donner un coup de pied dans la fourmilière. Reform UK faisait figure de favori, tandis que le Green Party pouvait créer la surprise.
Vendredi matin, alors que les chiffres définitifs n'étaient pas encore connus, Keir Starmer reconnaissait déjà les résultats désastreux de son parti, mais refusait de démissionner. Il dit avoir entendu les électeurs et veut continuer à mettre en place les réformes promises. Vendredi matin, les tendances se dégageaient avec une percée de Reform UK, un Labour en net recul et les Tories n'avaient aucune victoire majeure à revendiquer. Plusieurs bastions travaillistes ont même basculé à l'extrême droite dans le nord et le centre du pays comme Hartlepool ou Tameside. Vendredi soir, le verdict tombé. Le Labour a gagné 997 sièges mais en a perdu 1406. Reform UK en a remporté 1444 et prend le contrôle de 14 conseils locaux. Les Verts créent la surprise avec Zoe Carbett qui remporte une mairie d'arrondissement à Londres dans le borough d'Hackney et le gain de 515 sièges. Les Tories et les Lib Dem continuent de perdre du terrain. Keir Starmer a aussi reconnu sa défaite au Pays de Galles et en Écosse. Au Pays de Galles, où le Labour régnait en maître depuis plus d'un siècle, les travaillistes ne finissent que troisième. C'est le parti indépendantiste, le Plaid Cymru, qui décroche une première victoire éclatante, mais échoue de peu à avoir la majorité absolue, avec 43 sièges sur 90. Reform UK devient la deuxième force politique galloise. Le Plaid Cymru se dit prêt à travailler avec tous les partis, sauf Reform UK, et pendant la campagne, le parti indépendantiste n'a jamais fait campagne sur l'indépendance, ce qui devrait permettre de discuter avec les travaillistes, les conservateurs, les libéraux-démocrates et les Verts. En Écosse, le SNP continue de dominer le Parlement écossais, mais sans majorité absolue non plus, avec 58 sièges, ce qui devrait leur permettre de rester à la tête du gouvernement. Reform UK et le Labour terminent second égalité, ce qui reste une sacrée claque pour les travaillistes. Les Verts écossais finissent quatrième, ce qui confirme la tendance anglaise. La surprise vient aussi des libéraux-démocrates qui obtiennent 10 sièges écossais. Que ce soit le Pays de Galles ou l'Écosse, la question de l'indépendance restera à l'écart, tant la tension sur le niveau de vie est un enjeu central dans toutes les composantes du Royaume-Uni. Mais la percée remarquable de Reform UK pourrait réveiller les tensions entre unionistes et indépendantistes. Des résultats qui ne devraient pas aider Keir Starmer à éloigner les velléités au sein de son parti de le remplacer, même si pour l'instant aucun potentiel Premier ministre ne semble sortir du lot. Les travaillistes semblent déterminés depuis des semaines à changer de leader et donc de Premier ministre. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 19e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir les newsletters du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.